Bonjour à toutes et à tous, c'est Asher et aujourd'hui je suis en direct du déluge de CoinMarketCap. Les prix s'effondrent, il y a de la pluie, il y a du sang et on débriefe tout de suite. Évidemment, je reçois des messages sur à peu près tous les réseaux sociaux et beaucoup de messages de panique. Beaucoup de questionnements sur le marché, son avenir, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour demain. Je n'ai toujours pas de boule de cristal, en tout cas il y a plusieurs questions intéressantes. J'ai demandé sur Twitter à certains d'entre vous de nous poser les questions qui vous passaient par la tête et les questions les plus demandées, je vais essayer d'y répondre dans cette FAQ. La toute première question qui m'a été posée sur Twitter, c'est comment se fait-il qu'il y a 2 ans, on avait un Bitcoin à 6 000 $ et tout allait très bien. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 35 000 $ et on voit du désespoir et de la peur partout. Comment se fait-il? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les 2 dernières années, l'adoption du monde de la crypto-monnaie a été fulgurante. C'est-à-dire que plus de 60% des gens qui achètent, qui détiennent et qui échangent de la crypto-monnaie sont arrivés dans les 2 dernières années. Que ce soit de par la surmédiatisation de la hausse du prix du Bitcoin après la phase Covid, ou que ce soit avec les NFT, la finance décentralisée et tous ces nouveaux domaines qui ont un petit peu brisé la niche des technophiles et qui ont été adressés monsieur et madame tout le monde qui jusqu'à présent ne s'intéressaient pas aux crypto-monnaies. Alors que ce soit par la surmédiatisation, pour la spéculation, à travers les NFT, la DeFi ou le fait que pendant la phase Covid, les gens ont été chez eux, ils ont eu du temps, ils ont pu s'intéresser aux crypto-monnaies, et bien quoi qu'il arrive, le gros des utilisateurs et des gens qui s'intéressent à la blockchain et aux cryptos sont là depuis très peu de temps. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui se rappellent du mood qu'il y avait sur Bitcoin quand il a tapé les 6-7 000 $ en 2020 oublient que la plupart des gens qu'on a autour de nous qui investissent dans les crypto-monnaies n'ont pas connu ce moment. Je le vois quand je relativise en fait, quand je me dis bon le Bitcoin est à 35 000, c'est vrai qu'il baisse, je vois beaucoup de gens en panique, je l'ai reconnu taper les 7 000 et je l'ai également connu taper les 500-600 $ à l'époque où j'ai commencé à le connaître. Donc évidemment, on n'a pas tous le même rapport au prix du Bitcoin, on ne le suit pas tous depuis le même moment et évidemment, on n'a pas le même track record. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que ce que pense le marché, c'est ce que pense la majorité des gens sur le marché. Et les gens qui ont connu Bitcoin en 2020 ou même en 2018, voire même en 2016, c'est aujourd'hui une minorité quand on voit le nombre de nouvelles investisseurs et le volume de personnes qui s'intéressent aujourd'hui à ces investissements. C'est très bien illustré sur la plupart des réseaux sociaux. On voit des gens qui postent des messages où on voit le Fear Index, d'accord? Le Fear and Greed Index, c'est un indicateur qui dit à quel point les gens ont confiance ou à quel point les gens ont peur. Et on voit le Bitcoin exactement au même prix maintenant et il y a de ça quelques mois, quelques années. Et pourtant, aujourd'hui, les gens sont en panique alors qu'à l'époque, quand il avait tapé pour la première fois les 35 000 $, tout le monde était confiant. Alors évidemment, il y a également l'actualité qu'il y a tout autour. Le fait qu'on commence à réguler de plus en plus fort, qu'on attend la régulation européenne, le fait qu'il y ait certaines tendances qui commencent à s'essouffler comme les NFT, comme la DeFi, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve dans une situation globale où on voit de la peur, on voit de la panique et naturellement des gens qui commencent à se poser les questions et commencent à se dire est-ce que je devrais pas sortir des crypto-monnaies ou aller sur des actifs beaucoup plus volatiles. Naturellement, on a un gap énorme avec la fois où on a tapé pour la première fois les 35 000 $, où il y avait énormément de courage, on était en plein boule, les cours décollaient et donc on était très optimiste sur la suite court terme, alors qu'aujourd'hui on voit beaucoup de panique, mais encore une fois dans le monde de la crypto-monnaie, c'est de la panique et de la peur court terme. Ceux qui parient sur du très long terme, 2, 3, 4 ans, et qui sont sur les plus gros actifs Bitcoin et Ether, savent très bien qu'il faut se détacher le plus possible de ce sentiment que l'on a court terme quand on voit du rouge partout et quand on entend des mauvaises actualités. La deuxième question est l'une des plus posée. Pourquoi est-ce que le Bitcoin, qui est censé être une réserve de valeur, qui fonctionne différemment de toutes les monnaies de notre monde, est aussi corrélé au marché action? Comment se fait-il qu'on a une corrélation et que sur les derniers jours, dernières semaines, l'évolution du cours du Bitcoin suit de très près l'évolution du marché action? Eh bien, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est 2 choses. Premièrement, Bitcoin est minuscule. Bitcoin, aujourd'hui, c'est 700 ou 800 milliards de dollars. Juste la valorisation de Bitcoin. Il faut comprendre qu'un scandale de la finance traditionnelle, Pandora Papers, par exemple, c'est 13 000 milliards. Un seul scandale de la finance traditionnelle, c'est plus de 15 fois plus que toute la valeur des bitcoins aujourd'hui en circulation. Pour vous dire à quel point sur la finance traditionnelle, Bitcoin est littéralement une petite goutte d'eau dans l'océan. Naturellement, sur un marché avec aussi peu de volume, on se retrouve à avoir de la forte volatilité. Et c'est là déjà le premier hic et le premier point que l'on peut remonter sur Bitcoin quand on dit que c'est une réserve de valeur. Structurellement, fondamentalement, Bitcoin a tout pour devenir un or numérique, pour faire un parallèle assez parlant avec beaucoup de gens, sauf qu'il n'a pas du tout les mêmes volumes que sur le marché de l'or, naturellement pas du tout la même volatilité. Surtout qu'on le sait bien, énormément de gens qui achètent du Bitcoin aujourd'hui
aujourd'hui sont des institutionnels et des gros investisseurs, des portefeuilles et des grosses entreprises financières qui commencent à s'intéresser à ce marché. Naturellement, elles découvrent le Bitcoin et vont adopter une méthodologie par les risques de gestion de portefeuille. Et donc, elles vont se comporter avec Bitcoin comme avec n'importe quel autre asset de leur portefeuille. Bitcoin étant volatile, c'est la première ligne qui saute quand il y a des pertes à couvrir ou quand il y a des appels de marge sur les positions traditionnelles. Dès qu'on a besoin de renforcer ou de maintenir une position sur un autre classe d'actifs bien connu et moins volatile, l'entreprise traditionnelle va vendre ses crypto-monnaies pour aller chercher de la stabilité ou pour pouvoir maintenir sa position sur ces autres lignes de son portefeuille. Et donc même si Bitcoin intrinsèquement et dans ses fondamentaux a tout pour se construire en opposition à cet effondrement et aux différentes baisses sur le marché action et de la situation financière mondiale dans laquelle on est avec une très forte inflation, naturellement quand il y a une violente baisse sur le marché traditionnel, ça affecte Bitcoin parce qu'aujourd'hui, on va avoir des gros vendeurs qui vont simplement venir chercher de la liquidité pour la placer ailleurs et donc ça affecte sur du très court terme Bitcoin. Tout comme au début de la crise Covid. On parlait d'une crise, on s'est dit s'il y a une crise, Bitcoin va naturellement repartir à la hausse. Et bien dans les premiers jours, d'accord, dans les premières semaines, sur du très court terme, Bitcoin a pris une aussi grosse claque que le marché traditionnel pendant la crise Covid. Assez rapidement, il a réabsorbé de la valeur, bien plus vite que certaines actions en bourse d'ailleurs, parce qu'on finit naturellement par se reposer les bonnes questions sur ses fondamentaux, sur son objectif long terme. Naturellement, Bitcoin attire beaucoup plus de fonds à ce moment-là et c'est un actif qui récupère assez rapidement de ses pertes. Malgré tout, sur du court terme, et même si sur 5, 10, 15 ans, on imagine le Bitcoin être la réserve de valeur que l'on attend, sur du short terme, il trinque comme tout le monde, voire plus, parce qu'il fait partie des assets avec très peu de volume et encore très peu compris par beaucoup d'investisseurs. La troisième question qu'on m'a posée, c'est à propos de mes vidéos sur mes erreurs de débutant. Alors je parle de plein de choses dans les vidéos sur les erreurs de débutant, notamment de ces phases de baisse comme on est en train de vivre, je vous invite vraiment à aller les regarder. Et on me pose une question sur le fait que je recommande aux gens de ne pas détenir trop de crypto-monnaies sur une plateforme centralisée ou sur un seul site internet. Mais il y a quelqu'un qui me demande comment est-ce qu'on fait finalement pour faire de la DeFi sur plein de protocoles et pour profiter de plein de solutions d'investissement si on veut pas mettre trop d'argent sur Binance ou sur Just Mining ou une autre plateforme. Et là c'est une très bonne question et je vais pas vous mentir, je me retrouve dans la double position d'un côté je vous invite à détenir votre clé privée et un maximum de crypto-monnaies sur vos clés à vous. D'un autre côté, j'ai naturellement différentes plateformes dont Just Mining qui proposent des investissements à des gens et donc déposer de l'argent sur ces fonds permet de faire vivre l'entreprise et vous permet également à vous d'avoir ces solutions. Donc j'ai la double casquette. La réalité c'est la suivante. Vous devez simplement diversifier les positions. Moi-même j'ai une partie de mes fonds sur certaines plateformes, dont la mienne parce que je connais naturellement, j'ai une visibilité parfaite sur son fonctionnement donc j'ai confiance parce que je connais plus, mais j'ai également de l'argent sur d'autres plateformes. Et de la même façon j'en ai beaucoup en finance décentralisée parce que je sais le faire moi-même. La réponse elle est donc un mélange des deux. Il faut rester agile et il faut être capable d'avoir confiance en certaines plateformes pour placer des fonds, mais il faut quand même être capable de se dire sur une certaine quantité de crypto-monnaies, les conserver. Par exemple, mes bitcoins, je les tiens dans une clé, ça bronche pas, c'est sur du multisig et c'est sur aucune plateforme. Dès que je vais faire de la DeFi, ça m'arrive d'aller le faire directement dans la blockchain. Si vous savez le faire, tant mieux. Si vous ne savez pas, je vous mets à l'écran la playlist de la DeFi où je vous explique comment faire des prêts, des emprunts, du liquidity providing, de l'assurance décentralisée, tout seul, en passant directement par votre clé et par la blockchain, sans intermédiaire. Mais de l'autre côté, ça peut être intéressant d'avoir certains sites internet et de se dire ok, je risque 30, 40, 50% de mon capital en fonction des phases où vous avez besoin d'être plus ou moins agile sur des plateformes centralisées. Mais attention, jamais tout sur la même plateforme, utilisez-en plusieurs. La quatrième question, c'est est-ce que je pense que MiCA et la régulation européenne est l'une des raisons de ce marché baissier? Alors on pourrait penser que oui, mais très rapidement on comprend que non. Oui, court terme parce que ça va affecter les entreprises, ça va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens et ça va délocaliser énormément de boîtes vers l'international qui pourront plus exercer librement dans les crypto-monnaies aujourd'hui. Ça va changer totalement les habitudes des utilisateurs qui ne seront pas les mêmes à cause de ces nouvelles lois et si jamais elles passent, encore une fois, faut pas être pessimiste, c'est l'avenir qui nous dira si ça va être appliqué. Pour l'instant, il y a beaucoup de travail qui est encore fait. En attendant, c'est au niveau européen. Et c'est là que très rapidement, on se dit non. Alors oui, il y a peut-être des grosses entreprises européennes qui vendent pas mal et qui font bouger les cours sur du court terme, mais la réalité, c'est que l'Union européenne est toute petite aujourd'hui. Les États-Unis représentent une grosse partie de la liquidité. La décision de la Chine peut également avoir de l'impact. On l'a vu sur le minage, mais globalement, aujourd'hui, le fait que l'Union européenne soit en train de potentiellement proposer une régulation trop stricte et qui tuerait l'écosystème, déjà, c'est parier sur l'avenir et sur le fait qu'il sera négatif, ce qui n'est pas encore le cas. Et deuxièmement, ce n'est que l'Union européenne, donc je ne pense pas que ça affecte Bitcoin dans l'intégralité de son marché et de toutes les autres crypto-monnaies. Une cinquième question, existe-t-il un lobby européen de la crypto-monnaie? Alors déjà, le lobbyisme, c'est un gros mot en France, d'accord? Et c'est un gros mot dans pas mal de pays d'ailleurs. On voit le lobbyisme comme des gens qui sont payés pour essayer de faire passer
casser des douilles au niveau de la loi. C'est pas tout le temps ça. Le lobbyisme, théoriquement, c'est de la représentation d'intérêts. Alors oui, quand on parle du lobby du tabac, on se doute bien que c'est des gens qui ont des intérêts assez particuliers sur un marché qui est très tabou, naturellement. En tout cas, le lobbyisme, comme il est entendu, la représentation d'intérêts, normalement, c'est simplement aller éduquer les régulateurs et les personnes qui votent les lois afin qu'elles soient le plus adaptées possible à cet écosystème. On parle pas de faire passer n'importe quoi, on parle juste de défendre l'écosystème avec son environnement aujourd'hui pour permettre à la fois des règles qui vont venir encadrer et sécuriser les utilisateurs et les entreprises dans cet écosystème, tout en permettant quand même une sacrée flexibilité pour laisser les entreprises saisir le potentiel de la technologie afin d'apporter de la valeur dans les pays et sur les territoires européens. Alors, est-ce qu'il y a un lobby de la crypto aujourd'hui? J'en connais pas. En tout cas, il n'y a pas de groupe bien connu et on sait très bien qu'ils sont présents. Malgré tout, je sais que ça existe. Il y a des groupes d'entreprises qui commencent à se mettre ensemble pour rédiger ce que l'on appelle des position papers. C'est un papier qui explique la position de l'entreprise ou de ces entreprises en expliquant pourquoi telle ou telle loi pourrait tuer leur métier, pourquoi telle ou telle loi les obligerait à délocaliser et pourquoi tel ou tel point n'est pas justifiable et devrait être remis en cause par le régulateur. Ça, c'est le cas et je peux directement vous le dire, Just Mining fait partie de certains de ces groupes. On a également l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, qui en France, c'est pas du lobbyisme à proprement parler, mais c'est clairement ça. Parler à des députés européens, essayer de les éduquer, comprendre les intérêts des entreprises pour expliquer pourquoi ce serait dangereux de réguler ainsi. Indirectement, on peut mettre ça derrière le mot lobbyisme. Ça va dépendre de l'interprétation du mot que vous allez avoir, mais concrètement, oui, il y a des groupes de personnes et il y a aujourd'hui des entreprises qui travaillent pour essayer d'améliorer ce que peut proposer l'Union européenne pour la régulation MiCA, qui sera la régulation d'harmonisation. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur une question que vous m'avez posée à de très nombreuses reprises, mais ça mérite une vidéo totale, c'est est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle et qu'est-ce que ça change pour les entreprises, mais aussi pour vous, particuliers, de savoir que Binance est maintenant régulé en France. Déclaration fiscale, informations transmises au gouvernement, développement ou non de l'écosystème, est-ce que Binance va bouffer toutes les entreprises françaises ou au contraire les aider dans le développement? Tout ça, ça mérite une vidéo, je vais essayer de vous la faire et vous allez voir que sur la question du lobbyisme et sur la question de la régulation européenne, avoir un géant avec autant de ressources que Binance peut être l'un des points positifs. Encore faut-il faire la balance complète des points positifs et des points négatifs qu'il peut y avoir. Je vous ferai ça dans un prochain sujet. Une question qui me demande ce que je pense du climat français autour de la blockchain et des crypto-monnaies et globalement est-ce que je suis toujours optimiste dans cet écosystème. Cette personne d'ailleurs explique qu'elle commence à se confronter à pas mal de réticences, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau de tout l'écosystème et comprendre que c'est très dur d'entreprendre depuis la France. Alors pour être franc, déjà je pense que c'est un combat qu'on doit faire de façon binaire. Soit on y croit, on y va, on se bat jusqu'au bout et on fait pas de slash surrender, on va au bout du truc. Soit on reste dans sa position, on a des doutes et à ce moment-là, si on estime qu'il y a trop de risques, on s'en va, on délocalise sa boîte ou on le fait ailleurs. L'entre-deux est trop touchy. Je pense que vous connaissez ma position. Pour l'instant, que ce soit au niveau de ma déclaration d'impôt personnel, que ce soit au niveau de ma résidence fiscale et ma résidence physique ou que ce soit au niveau de nos entreprises, le gros de notre activité est en France, même si on a quelques boîtes à l'international. Globalement, tout ce qu'on fait, on le fait sur le territoire français. Et c'est vrai que c'est très dur. Il y a plein de choses qui sont compliquées, que ce soit vis-à-vis du gouvernement au niveau de la déclaration personnelle, je trouve, de vos impôts, que ce soit au niveau bancaire. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est vraiment les banques qui, dans la grande majorité, c'est pas le cas de toutes, sont contre l'écosystème crypto et vont venir mettre des bâtons dans les roues, très clairement, en fermant les comptes aux entreprises françaises. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a quand même une chose à jouer. Alors un peu frustré parce qu'on a notre président et nos représentants qui vont nous dire oui, Blockchain Nation, on ratera pas le tournant une fois encore, c'est dans nos gènes de prendre des risques. Et 3 ans après, 4 ans après, on constate qu'il n'y a rien eu du tout. Et quand on se rend compte que ça devient touchy, que les élections arrivent, on a le droit à un nouveau pitch du président qui nous dit oui, Blockchain Nation, prendre des risques, ça fait partie de notre ADN européen, nous ne laisserons pas une régulation stupide venir vous brider. On va bien voir ce que la régulation va faire. En attendant, on a eu beaucoup de paroles uniques et puis plus rien pendant 4 ou 5 ans et aucun résultat si ce n'est des entrepreneurs qui se battent et un écosystème qui a vraiment du mal à se développer par rapport évidemment à l'international et à tout ce qui est permis ailleurs. Pour répondre clairement à la position, je suis toujours optimiste et c'est toujours ma position, bien que plus le temps passe, plus on attend quand même un soutien qui vient d'au-dessus, que ce soit certaines banques, que ce soit le gouvernement ou que ce soit autre chose que le tissu économique des entrepreneurs et des utilisateurs français. En attendant, on voit quand même des gros points, que ce soit des grosses entreprises qui viennent s'installer en France, que ce soit quelques banques qui commencent à obtenir le PSAN et à proposer des services. On a de l'UBAC, c'est une banque qui commence à faire vraiment beaucoup de choses et qui a obtenu le PSAN et qui ouvre des comptes à énormément d'acteurs dans la crypto-monnaie. On a également de l'autre côté d'autres banques qui prennent des participations dans des acteurs français. Donc on sait que c'est en train de s'ouvrir et on se dit c'est peut-être le début d'une ouverture du monde bancaire ou surtout la fin des banques qui vont tabasser les projets crypto et les entreprises, surtout celles qui sont régulées et qui font ça bien avec une bonne approche par les risques et en respectant toutes les lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme, comme toutes les autres institutions financières et comme toutes les banques du pays. D'un point de vue gouvernement, on attend encore
beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est rude, mais je sais que c'est rude dans encore beaucoup d'autres pays. Et bien que le nôtre ne soit pas, on va dire, pro-business et surtout pro-crypto, c'est-à-dire que de base, on arrive avec un sujet tabou quand on est dans la crypto-monnaie, j'ai encore beaucoup d'espoir. Et pour l'instant, et c'est toujours ma position aujourd'hui en mai 2022, j'espère vraiment que les 3-4 prochaines années vont nous donner la visibilité qu'on attend sur ce marché et une validation sur l'intérêt qu'on a eu de rester ici et de se battre depuis maintenant plus de 6 ans. Une sixième question qui parle des hypes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a les gens qui se tournent vers toutes les nouvelles tendances, les NFT, le play to earn, les métaverses. Les gens ont l'habitude de se tourner vers ce qui marche en ce moment, la grosse tendance, et ils ont l'habitude d'investir sur n'importe quoi au hasard et de gagner de l'argent. Et donc naturellement, il y en a qui se prennent des grosses claque en ce moment. Alors encore une fois, c'est toujours pareil. C'est ceux qui ne sont pas avertis, ceux qui n'ont pas fait suffisamment de recherche, d'accord? Je vois beaucoup de gens qui viennent, qui me posent des questions, qui se demandent ce qui se passe et ils me disent qu'ils sont rentrés il y a 1 mois et demi, qu'ils ont acheté à peu près n'importe quoi, qu'ils ont gagné sur à peu près tout et là maintenant ils sont surpris de voir qu'ils perdent à peu près partout. Encore une fois, je le répète, la crypto-monnaie, c'est pas de l'argent facile, d'accord? C'est de l'argent que l'on peut gagner rapidement uniquement parce qu'on peut en perdre rapidement. Ceux qui pensent que c'est facile, qui sont arrivés, qui ont acheté n'importe quoi, des NFT, des promesses de land dans un futur métaverse ou des projets en tendance qu'on leur a dit d'acheter, naturellement aujourd'hui ils ne comprennent pas, ils ne savent pas quoi faire et je les renvoie vers mes vidéos pour les débutants. Encore une fois, oui, il y aura de la casse et il y en aura toujours parce que ce sont des effets de mode. Beaucoup de gens arrivent d'un coup, achètent n'importe quoi, ça marche et donc ils recommencent encore et encore jusqu'au moment où ça baisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quels que soient les fondamentaux d'un projet, que ce soit un projet sérieux, une crypto sérieuse ou non, il y a des effets d'emballement. Une mauvaise crypto-monnaie en tendance peut prendre beaucoup de valeur, alors qu'une bonne crypto-monnaie qui n'a pas du tout de marketing peut s'effondrer et peut ne pas avoir de valeur du tout parce que personne n'a compris et personne n'a fait passer le mot. Donc on est vraiment sur des tendances de bouche à oreille, de comment ça marche, de comment ça tourne et c'est pour ça qu'il y a des moments où tout marche et des moments où tout s'effondre, sans regarder les bons et les mauvais projets. Comme à l'époque des ICO en 2017, c'est même plus un bon ou un mauvais projet. Si c'était une ICO, ça marchait. Comme les NFT, il y a de ça quelques mois et ça commence à être très dur, on commence à avoir des initiatives qui ont plus de liquidité, qui n'intéressent plus personne et où il y a de moins en moins d'investisseurs et donc naturellement il y a de la casse aujourd'hui. Encore une fois, le meilleur moyen c'est de s'éduquer, renvoyer les plus débutants que vous avez autour de vous et ceux qui vous posent ces questions-là vers des vidéos qui forment et qui expliquent comment marche la liquidité, d'accord? Il faut bien comprendre comment ça marche d'investir dans les crypto-monnaies. C'est un marché comme un autre, c'est l'offre et la demande qui régit tout ça et pour faire des bonnes collections NFT, pour faire des bons jeux vidéo, pour faire des bons métaverses, il va falloir des années, énormément d'expérience d'entrepreneurs qui se tournent vers ce marché. Ça viendra pas du jour au lendemain et donc naturellement aujourd'hui, faites attention aux prochaines tendances parce que naturellement il y aura peut-être quelques vagues à surfer, mais gardez toujours en tête quand vous rentrez sur une vague et quand vous arrivez à prendre quelques profits en investissant sur quelques projets ou sur une nouvelle tendance, dites-vous bien que c'est naturellement surproportionné. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on est passé d'un monde où les NFT n'existaient pas à un monde où n'importe quel chien coloré valait une fortune. Fallait savoir que naturellement, dès qu'il y a plus ces nouveaux entrants, dès qu'il y a plus énormément de gens qui apportent de la liquidité, à un moment, il y a des vendeurs, les vendeurs font baisser les prix et on revient à un marché qui se stabilise et qui se purifie. On n'est pas en bourse, d'accord? On n'est pas sur un marché régulé où une entité peut appuyer et dire bon ben, tout le monde vend, ça baisse, on empêche les gens de vendre et on remettra ça demain pour que ce soit moins virulent. Non, la crypto-monnaie, c'est la responsabilité financière, c'est-à-dire que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et dans ce qu'ils veulent, il y a des conneries et acheter n'importe quoi. Et donc naturellement, quand tout le monde va acheter très rapidement, ça va monter, même si ça n'a aucun rapport avec la vraie valeur qui vient d'être apportée. Et à l'inverse, dès que les gens vont avoir peur et qu'ils vont vendre, le marché ne pourra pas être suspendu. Les gens peuvent vendre 24 heures sur 24, week-end et jours fériés, sans aucune restriction. Personne ne leur dira quoi faire de leur argent, donc ils font ce qu'ils veulent. Et donc naturellement, quand tout le monde baisse, ça peut très vite s'effondrer et reprendre une proportion normale. La dernière question était sur Ether. Beaucoup de gens disent oui, incertitude, manque de visibilité sur quand ça sort. La mise à jour d'Ether 2.0 devait sortir en juin 2022. Sans surprise, Ether nous annonce qu'il y aura 2 mois de retard, à peu près. 2 mois ou plus, peu importe, beaucoup de gens ont peur. Pourquoi? Deux choses. Premièrement, pendant longtemps, une grosse partie des Ethers ont été bloqués. C'est-à-dire que là, actuellement, pendant que je vous parle, 10% des Ethers en circulation sont bloqués sur Ether 2.0. Quand la mise à jour va arriver, certes, il y aura ce gros constat du est-ce que Ether 2.0 est tellement performant qu'il vient remplacer toutes les autres blockchains d'infrastructures qui étaient arrivées avec une seule proposition de valeur, ça va plus vite et c'est moins coûteux. Si Ether réussit son pari, beaucoup de blockchains d'infrastructures vont se péter la gueule parce que pourquoi aller ailleurs si Ether le propose déjà à moindre coût et très rapidement. Encore une fois, en cas d'échec, si la blockchain Ether 2.0 n'est pas aussi scalable et ne convient pas aux besoins des utilisateurs, on peut très vite retomber dans un modèle où c'est Ether qui se casse la gueule et toutes les autres blockchains d'infrastructure, Algorand, Elrond, Polkadot, Atom
et j'en passe, qui vont reprendre de la valeur parce que Ether n'aura pas réussi à tenir sa promesse. Quoi qu'il arrive, quand il y aura cette mise à jour, et pour l'instant on n'a pas de visibilité car on ne sait pas quand exactement, à peu près 10 ou 15% à ce moment-là des Ethers du réseau seront rendus aux utilisateurs qui pourront prendre la décision de les vendre ou non et donc d'affecter le prix à la hausse ou à la baisse. Encore une fois, ceux qui ont été bloqués leurs Ethers dans un contrat pour une durée indéterminée sont souvent des personnes qui croient au projet et qui prennent le pari long terme d'Ether. Pourquoi vendre à ce moment-là? Pour finir cette vidéo, les amis, déjà je vous rappelle que vous pouvez gratuitement vous abonner, lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, ça m'aide à me référencer. Globalement, j'ai les mêmes métriques que CoinMarketCap, quand tout se casse la gueule là-bas. C'est pareil au niveau des courbes et des intérêts, mais c'est pas grave, mon job, c'est d'être présent, de débriefer, de répondre à ces questions, d'essayer de répondre à un maximum de monde. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel du trading, j'analyse juste ce marché depuis plusieurs années. On a plus de visibilité parce qu'on a certaines entreprises, certaines activités, on commence à être bien connecté et on essaye de partager le plus possible avec la communauté qui, elle, en retour, nous donne de l'information, interagit avec nous, nous aide à nous développer et pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Je vous rappelle quand même qu'il y a des bonnes nouvelles dans tout ça, d'accord? Un marché qui se pète la gueule, c'est également des gens qui en tirent des leçons. C'est également un marché qui se purifie. C'est des initiatives pourries qui venaient pulluler un petit peu partout, qui meurent pour laisser place à des vrais projets avec des vraies ambitions et qui, eux, vont développer des vraies solutions utiles et pas juste profiter et surfer la tendance uniquement pour capter de la valeur, mais bel et bien faire un petit peu de lumière sur ceux qui vont survivre à cette phase, ceux qui essayent d'en créer et qui peut-être vont créer un jour un outil que vous aurez dans la poche grâce à la blockchain sans même le savoir. Ça permet également de prendre du temps, de staffer des équipes. C'est très dur de recruter d'un coup beaucoup de monde. Ces phases-là donnent de l'oxygène. Là où c'est dur pour les rendements et pour les revenus, que ce soit pour toutes les sociétés qui sont vraiment en direct de la crypto ou pour vos investissements personnels, dites-vous bien que ça permet à l'écosystème de prendre le temps de renforcer des fondations. Les plus gros bugs, les plus gros problèmes viennent dans des moments de précipitation. Quand on prend du recul, qu'on a du temps de structurer, de recruter des bons hommes, de développer des bons outils, on a moins de mauvaises surprises. Et c'est très important pour un cycle durable. Il faut que Bitcoin prenne de la valeur à travers les années pour beaucoup d'investisseurs. En attendant, je préfère que ça se fasse en 5-6 ans plutôt que ça monte d'un coup violemment, qu'il y ait des problèmes et que ça redescende tout aussitôt. Les baisses, comme les hausses, font partie du cycle naturel de l'investissement et de l'écosystème des crypto-monnaies encore très jeunes. Ça fait partie des règles du jeu qu'il faut comprendre et qui ne doivent pas vous affecter. Si vous êtes trop affecté par ces baisses, c'est peut-être que vous investissez simplement trop et à ce moment-là, peut-être à vous d'alléger un petit peu votre portefeuille ou de vous tourner vers des stablecoins qui vous offriront des plus petits rendements, certes, mais des rendements sans cette casse volatilité qui peut empêcher de dormir plus d'un. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair. On se retrouve très bientôt pour la vidéo sur Binance où je vous explique ce que je pense. Encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel de leur arrivée en France et on débriefe tout ça toutes les semaines sur ma chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, mais également sur ma chaîne YouTube secondaire qui cartonne suite au live Twitch. Merci à tout le monde. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.